Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, on a les premiers participants qui sont en train de se connecter. Alors, est-ce qu'on a du monde qui se connecte? Oui, c'est bon, ça fonctionne. Bonjour, bienvenue à notre webinaire sur le financement. Alors, pendant que les uns et les autres se connectent, je vais vous expliquer rapidement le fonctionnement de ce webinaire. Donc, on va être ensemble pendant 1 heure pour parler de financement avec 3 intervenants que j'aurai le plaisir de vous présenter dans quelques minutes. Pendant toute cette heure, vous pouvez échanger dans le chat dans lequel vous êtes en train de nous dire bonjour. Et si vous avez des questions, vous avez un onglet dédié questions dans lequel vous pouvez les poser et surtout dans lequel vous pouvez voter pour les questions que vous trouvez les plus pertinentes. Et on se gardera un temps à la fin du webinaire pour répondre aux questions qui ont le plus de votes. Voilà, je vois que les gens arrivent doucement. Bonjour à tous. Avant qu'on se lance, je vais vous poser une question sous forme de sondage pour savoir où vous en êtes de votre projet entrepreneurial, si ça veut bien fonctionner. Je ne peux pas vous envoyer la question. On a un petit souci, un petit bug. Bon, c'est pas grave. Vous pouvez me répondre dans le chat. Où est-ce que vous en êtes de votre projet entrepreneurial? Est-ce que vous en êtes au stade de l'idée? Est-ce que vous avez déjà commencé à structurer? Ou peut-être est-ce que vous avez déjà créé votre entreprise et vous êtes au stade de développement? Ça nous permettra peut-être d'orienter un petit peu nos échanges pour la suite. Ah, attendez, c'est bon. Je crois que je vais pouvoir le lancer. Non, je ne peux pas. Bon, c'est pas grave, vous pouvez me répondre dans le chat. Ah, c'est diffusé. Ok, merci Nicolas. Je ne le vois pas s'afficher de mon côté. Ok. Bon, je ne le vois pas, mais écoutez, je vous invite à répondre. Ça nous permettra quand même de nous faire une petite idée. On va quand même démarrer du coup. Donc, ce webinaire sur le financement, il vous est proposé dans le cadre de Rendez-vous TPE, qui est une quinzaine événementielle organisée par BGE en partenariat avec Caisse d'Épargne. Et donc, pendant 2 semaines, les structures BGE organisent sur tout le territoire des événements qui sont dédiés aux très petites entreprises pour valoriser leur impact, parce que les TPE, malgré leur taille, ont un impact considérable sur leur territoire, et aussi pour construire des solutions pour les aider à grandir. Donc, si ça vous intéresse et que vous voulez découvrir les événements près de chez vous, je vous invite à scanner le QR code qui s'affiche. On est ensemble, du coup, comme je le disais, pour 1 heure pour parler de financement, qui est un sujet incontournable quand on parle de création d'entreprise, parce qu'on sait le financement bancaire, c'est un levier de développement non négligeable, mais c'est un sujet qui parfois peut intimider, voire faire peur à certains. Donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on vous propose un webinaire dédié avec 3 niveaux d'expertise. Le regard de BGE sur la structuration du projet, le regard de Caisse d'Épargne sur la partie du coup financement et relation avec le banquier, et en complément de ces expertises, le regard d'une entrepreneur, Betty, qui va nous parler justement qui va nous faire un retour d'expérience parce qu'elle est passée, elle, par ces différentes étapes. Donc, merci à vous 3 d'être avec nous aujourd'hui pour nous partager vos expertises et vos retours d'expérience. On va rapidement tous se présenter et puis on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Donc, je vais rapidement présenter BGE. Bonjour à tous, moi je suis Fanny Essy, responsable éditoriale chez BGE Réseau. Donc, BGE, c'est un réseau national d'appui à la création et au développement d'entreprises. Notre métier, c'est de conseiller et de former les entrepreneurs à tous les stades de leur projet. Donc, c'est pour ça aussi que je vous posais la question, parce qu'on accompagne à toutes les étapes. Donc, si vous avez juste une idée
qu'on va vous aider à affiner. On va vous accompagner sur la structuration du projet, avec notamment justement la question de l'accès au financement. Et on va également pouvoir vous accompagner sur la partie développement de l'entreprise, si celle-ci est déjà créée. Voilà. Donc, en résumé, nous, notre métier, ça va vraiment être de vous rendre autonome et que vous soyez en capacité de prendre les décisions pour piloter votre entreprise au quotidien. Donc, pour vous parler justement avec cette expertise BGE, nous avons aujourd'hui Hugo, qui est conseiller formateur chez BGE Berry Touraine. Et Hugo, je vous laisse vous présenter. Donc, bonjour à tous. Effectivement, je représente la BGE Berry Touraine aujourd'hui. BGE Berry Touraine, donc on fait partie intégrante de ce fameux réseau national qui est BGE, avec le leitmotiv de l'appui aux entrepreneurs. On est issu d'une fusion de 3 anciennes BGE pour former la BGE Berry Touraine. Donc, on représente les départements de l'Indre-et-Loire, notamment avec notre site sur Saint-Avertin, juste à côté de Tours, où je me trouve. Mais sinon, notre siège social est celui de Châteauroux, donc dans le département de l'Indre, et nous avons aussi le département du Cher avec Beauche, qui sont nos sites principaux. Voilà, notre objectif, c'est vraiment d'accompagner tant sur toutes les parties avant l'immatriculation, mais aussi après. On propose aussi notamment des formations professionnelles liées à l'entrepreneuriat, bien sûr, et un club d'entrepreneurs aussi présent sur nos 3 départements, et même aujourd'hui sur 37 une couveuse d'entreprise. Et donc moi, je fais partie intégrante de cette structure en tant que conseiller en création et développement d'entreprise à la BGE. Et pour la petite histoire, c'est pour ça que je suis ravi de participer à ce webinaire, c'est que j'en suis dans ma 5e année de BGE, et auparavant, je suis un ancien banquier professionnel. Donc j'ai notamment pu exploiter la partie financement et du coup trouver vraiment une complémentarité à cette expérience en rejoignant la BGE. Voilà pour ma part. Parfait, merci Hugo. Karen, je vous laisse vous présenter du coup pour Caisse d'épargne Côte d'Azur. Oui, alors bonjour à tous. Donc moi déjà, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Donc je suis Karen Bellour. Moi, je m'occupe des relations avec les prescripteurs et les partenaires en Caisse d'épargne Côte d'Azur. J'ai été depuis pendant au moins une quinzaine d'années chargée de clientèle pro. Donc, et aujourd'hui, mon métier, ça consiste aussi à étudier les différents dossiers qui arrivent sur notre plateforme à la prescription. Voilà. Merci Karen. Betty, je vous laisse vous présenter. Donc, bonjour à tous, moi je suis Betty Péché-Couté, je suis gérante de 2 agences de services à la personne APEF, donc est un service donc avec plein de spécialités. J'ai donc une agence à Tours et une agence à Chambray-les-Tours. J'ai ouvert ma première agence en août 2022 et la deuxième agence en janvier 2025. Voilà, je suis infirmière de formation initiale, j'ai été directrice de maison de retraite, donc rien à voir du tout avec l'entrepreneuriat. C'est ma première expérience d'entrepreneur et j'en suis très contente. Merci Betty. Eh bien, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Avant ça, juste pour les personnes qui n'auraient pas été présentes quand je l'ai précisé, vous avez un onglet questions dans lequel vous pouvez poser vos questions et voter pour les questions qui vous intéressent le plus. Et on se gardera un temps à la fin du webinaire pour répondre aux questions qui ont le plus de votes. Et vous pouvez bien sûr aussi en parallèle échanger tout du long dans le chat. On voit passer vos messages. Alors, on va commencer du coup en parlant de structuration de son projet d'entreprise. Hugo, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les questions à se poser et surtout quelles sont les étapes à suivre pour construire un projet solide ? Bien sûr. Donc du coup, l'accompagnement, notamment lié avant l'immatriculation, est vraiment le fond de l'accompagnement BGE. Et si on focus du coup sur cette partie-là, on peut distinguer vraiment 2 phases. D'abord la phase émergence, qui est une phase, on va dire, d'idéation. Le but, c'est on a une idée, c'est de se dire: «Est-ce que derrière cette idée que j'ai, il y a un projet entrepreneurial qui pourrait voir le jour?» Si je fais rapidement l'état des lieux de ce qu'on travaille dans cette phase, c'est en un, et c'est la première chose à travailler, c'est ce qu'on appelle l'adéquation personne-projet. En fait, ce qu'il faut savoir, surtout en plus si on va chercher du financement derrière, on prête avant tout à un homme avec un grand H, un humain, une personne, plutôt qu'à un projet. Donc en fait, ça va être très important de venir travailler, exploiter, comprendre
quelles sont les motivations qui poussent mon interlocuteur à vouloir entreprendre, à quitter ce monde du salariat et aussi pourquoi cette activité. Donc là, c'est très important d'arriver à faire des ponts entre son expérience professionnelle, ses diplômes, ses formations, ses envies, ses hobbies, enfin tout ça pour justement se dire que cette personne, en fait, dans son évolution professionnelle, il y a une réelle logique à ce qu'aujourd'hui, elle décide de partir sur l'entrepreneuriat et sur cette activité. Dans un second temps, dans cette phase d'émergence et d'idéation, il y a la partie de ce qu'on appelle, c'est un terme anglais, c'est le business model, qui veut dire le modèle économique si on traduit en français. C'est de se dire: «OK, cette idée, elle repose sur quel concept?» D'accord? C'est de venir arriver à présenter rapidement, comment va faire comment cette idée va faire en sorte de fonctionner notamment pour arriver sur une certaine rentabilité, et commencer à prévoir un peu l'entièreté du projet, tous les axes principaux économiques. On a d'ailleurs des livrables entrepreneuriales comme le Business Model Canvas, qui est comme une map en 9 étapes où on doit se confronter à certaines questions entrepreneuriales pour voir si on a bordé un peu toutes ces parties de ce projet. Une fois que cette étape-là est validée, l'étape émergence, on se dit: «OK, cette idée, elle est pas farfelue, il y a un réel projet entrepreneurial qui peut être travaillé». Là, on rentre dans la phase vraiment de structuration de projet. La phase de structuration de projet, c'est venir vérifier la bonne viabilité économique et financière d'un projet. D'ailleurs, le livrable qui est travaillé tout au long de cette phase, c'est, le fameux business plan, qu'on entend un peu à tout va et dans le business plan, on va dire des chapitres principaux. Le premier notamment est l'étude de marché, donc c'est pas forcément, la le la partie qui est préférée travailler par les porteurs, mais qui est ultra importante, surtout et surtout si vous vous laissez dans l'entrepreneuriat sur un domaine d'activité où vous êtes dans une reconversion professionnelle. Parce que vraiment étudier son marché, faire une étude de marché, c'est vraiment, pour vous maîtriser le sujet, avoir une bonne connaissance de votre futur secteur d'activité et faire en sorte d'avoir une certaine légitimité à en parler et surtout de bien comprendre quels sont les attendus de votre marché, comment il fonctionne et surtout pourquoi? Bah, pour l'étape suivante, définir la stratégie commerciale. En fait, la stratégie commerciale qui est le 2e chapitre, on va dire, du business plan, se définit après avoir bien étudié son marché et définir sa stratégie commerciale, c'est vraiment réfléchir à: «OK, le marché à l'heure actuelle, il fonctionne sans moi et de telle manière et ben, moi, j'ai envie de m'implanter, d'intégrer ce marché et pour intégrer ce marché, je vais utiliser cette stratégie et parce que j'ai bien étudié mon marché avant, il y a de fortes chances que la stratégie que je souhaite déployer pour pénétrer ce marché et ben, soit couronnée de réussite. Et tout ça, c'est plutôt encore, dans le business plan des chapitres qui sont plutôt rédactionnels. On vient expliquer, argumenter, défendre et après en fait ces éléments-là rédactionnels, on vient les traduire sous format financier, chiffré et notamment avec le prévisionnel comptable. Le prévisionnel comptable qui sera un élément déterminant, hein. Toutes les banques, que vous allez rencontrer pour financer, il faudra à minima un prévisionnel comptable. Bien sûr, tous les prévisionnels comptables qui arriveront sur la table d'un financeur, bah, montreront une belle rentabilité. C'est vrai qu'on ne va pas arriver avec un prévisionnel comptable qui montre qu'on est en perte et que le projet ne sera pas rentable. Donc mais pourtant, tout prévisionnel comptable, même aussi beau qu'il n'y paraît, n'obtient pas un accord de financement derrière. Et donc derrière, en fait, dans le prévisionnel comptable, ce qui va être surtout très intéressant, c'est donc dans le compte de résultat qui est un des tableaux financiers, c'est de venir expliquer comment vous allez faire en tant que porteur de projet, futur entrepreneur pour atteindre ces chiffres. Par exemple, si je vois, du chiffre d'affaires, moi, par exemple, c'est vrai que je suis arrivé en banque à 25 ans, j'ai été formé sur le métier de la banque, mais pas sur tous les métiers professionnels. Demain, je rencontrais une personne qui voulait se lancer, par exemple, dans la plomberie. Il me disait qu'il allait faire 80 000 € de chiffre d'affaires. OK, mais 80 000 € de chiffre d'affaires, qu'est-ce que ça donne? En réalité, c'est combien d'heures facturées sur le chantier? Il fallait arriver à transformer ces euros en activité. Hem Et que ça soit plutôt palpable et surtout ça commençait à donner une base d'argumentation et on commençait à imaginer ce qu'était une activité, de plomberie dans ce cas-là et on pouvait se rapprocher après sur les normes sectorielles. Bien sûr, après dans la partie du plan de financement, dans le prévisionnel comptable, c'est là où il est important de venir lister tous les moyens d'exploitation nécessaires
pour réaliser son projet, donc en termes d'investissement, en termes de stock de matières premières ou de marchandises, le cas échéant, et surtout à ne pas négliger le fameux besoin de trésorerie de départ, aussi appelé BFR, heu, pour justement pallier, le démarrage de cette activité. Et ça, c'est vraiment des éléments très importants à travailler dans un prévisionnel comptable. Et en fait, les étapes d'avant qui sont la cohérence du business model, l'étude de marché et la stratégie commerciale doivent être après des éléments que le porteur de projet doit permettre de maîtriser pour aller défendre les chiffres qui sont, posés dans son prévisionnel comptable. En fait, vraiment, tous ces éléments préalables doivent servir à l'argumentation, afin de persuader que le prévisionnel comptable qui est présenté aujourd'hui, il a une forte chance d'avoir une proche réalité. Parce que le porteur de projet, il n'a pas de boule de cristal, mais le banquier en face non plus n'a pas de boule de cristal. L'expert comptable qui peut faire des prévisionnels n'en pas non plus, le conseiller BGE non plus. Donc il faut aller chercher de l'information. C'est vrai que ça s'appelle prévisionnel, mais on devrait plutôt ça appeler objectif comptable. Et enfin, la dernière étape du business plan, c'est le fameux choix du statut juridique. Certains porteurs de projets, peut-être qui en font partie de ce chat, en font un élément déterminant. Je préfère vous rassurer, c'est pas un élément si déterminant que ça dans le projet, hein. Par exemple, si vous êtes boulanger, le fait que vous soyez en entreprise individuelle ou en SARL, par exemple, ça va pas changer le goût de votre pain, ça va pas le faire que vous ayez plus ou moins de clients, plus de ventes. Ça aura un impact effectivement fiscal et social, notamment, ça va définir le cadre dans lequel vous exploitez, mais ce n'est pas ultra déterminant et de toute façon, ça apparaît comme un choix un peu naturel au cours de la construction dans la partie structuration de projet. Et je vous rassure, il n'y a pas de bon ou mauvais statut, il y a pas un statut qui a que des avantages, sinon tout le monde prendrait celui-là. Il y a des avantages et des contraintes dans chaque statut. Tout à fait, tout à fait. Et donc, Hugo, à partir de quand on doit justement se poser la question du financement quand on a un projet entrepreneurial? Eh ben, la question, elle peut se poser dès le démarrage. Moi, c'est vrai que je 1er rendez-vous, c'est une question que j'aborde. Quel est le rapport avec, l'envie d'aller solliciter une banque pour, se faire accompagner financièrement dans son projet? Donc au démarrage, par exemple, si vous êtes amené à travailler votre business model Canvas, votre modèle économique, c'est vrai qu'à un moment, dans les 9 étapes, il y a la question de quelles sont les ressources clés que vous pouvez aller solliciter pour justement, lancer votre projet. Dans ces ressources clés, on a notamment les ressources financières et donc quels sont les prêts bancaires, quels sont les prêts donneurs, quelles sont les subventions, quelles sont les garanties aussi qu'on peut aller financer. Donc dès le démarrage, c'est une question qu'il faut se poser. Ça peut être aussi très important d'avoir déjà un premier échange avec son banquier, surtout si on a des montages qui sont potentiellement atypiques. Je pense généralement à des activités qui mêlent et activité professionnelle et acquisition d'une RP, d'une résidence principale, les activités de maison d'hôte, de gîte, pour se dire comment on peut séparer le financement pro du perso, est-ce qu'on met une SCI, etc. Pour en fait se mettre OK sur un montage de financement à travailler afin que quand au moins le porteur de projet travaille ce projet en ce sens, il est sûr de présenter un montage qui est, on va dire, autorisé par les banques qui souhaitent solliciter. Et bien sûr, la question du financement ne s'arrête pas là, mais aussi surtout dans la construction du prévisionnel comptable, c'est déterminant, hein, notamment on en reviendra dans la partie plan de financement. Une fois d'avoir listé tous les besoins en termes d'investissement, si le plan de financement fait 50 000 €, on se dit: «Bah, tiens, pour faire mon projet, il me faut 50 000 €», bah, on passe de la côté des ressources de financement et on se pose la question: «OK, comment je finance ces 50 000 € d'investissement?» Et après, on peut évoquer effectivement, en relation avec notre banquier ou notre futur banquier, les différents types de financement, parce qu'il y en a plein. On a du financement sur des prêts classiques, dit moyen long terme. Une banque peut prêter jusqu'à 7 ans pour une activité, 10 ans s'il y a des murs. Un crédit bail aussi, où là, c'est un financement hybride parce que ça passe plus dans les charges, ça passe même carrément dans les charges. Et puis des crédits, on va dire court terme, si vous êtes assujetti à TVA, pour éviter que vous avanciez la TVA, il y a des crédits relais de TVA et aussi, si vous travaillez avec des professionnels où il y a du délai de règlement, mettre en place des solutions de financement comme de la mobilisation du poste client. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est qu'en fait, moi, j'aimerais vraiment savoir pourquoi en fait il serait nécessaire de se poser la question, est-ce que du financement alors que, à mon sens, ça devrait même pas être une question à se poser, ça devrait être
obligatoire de se dire, je me lance dans une activité professionnelle, je vais être accompagné financièrement pour ce projet. Hein, si je fais un parallèle avec la partie privée, ça ne choque personne que quand on va acheter sa résidence principale, on fait un prêt bancaire professionnel dans une grande majorité des cas pour être accédant à la propriété. Eh bien, une entreprise, créer une entreprise, est-ce que ce n'est pas un projet aussi important, voire même plus important des fois qu'acquérir sa résidence principale? Et bien là aussi, c'est important d'aller chercher du financement. Et donc, il vaut mieux privilégier un emprunt bancaire ou de l'autofinancement pour son projet? Eh bien, je dirais quand même, alors c'est très bien de montrer qu'on est engagé financièrement, c'est un point déterminant, mais il faut arriver à changer ce prisme. C'est vrai que des fois, on n'a pas trop envie de s'endetter à titre, privé, mais là, on va être sur une activité professionnelle. Donc il faut vraiment changer ce prisme-là. Il ne faut pas avoir peur d'aller chercher du financement. Comme je vous l'ai dit, c'est très bien de montrer qu'on est engagé financièrement, mais laisser la place aux partenaires financiers de jouer leur rôle. C'est pas que leur mission principale de financer, mais c'est une grosse mission quand même, on va pas se mentir. Généralement, l'apport qui est demandé, c'est à hauteur de 20 à 30 Il peut y avoir des petites subtilités selon certains domaines d'activité. Donc, amenez ce qui est nécessaire. Vous pouvez montrer si vous êtes en plus en capacité d'autofinancer le projet. Imaginons que si on reprend le projet, tiens, il me faut 50 000, je suis en capacité d'amener les 50 000. OK, mais gardez-en, on va dire, un peu sous le coude, amenez ce que la banque demande au démarrage, et puis laissez-la compléter. C'est toujours plus facile aussi d'aller demander du financement quand on n'en a pas besoin. Et puis c'est surtout, à titre précautionneux, c'est que au démarrage, on va présenter un projet qui a de belles perspectives d'évolution. Donc, tant qu'une banque dit oui, je serais tenté de vous dire, acceptez ces financements, allez-y. C'est au moment où la banque dit non qu'il faut aller, par contre, remettre la main à la poche. Et imaginons si vous partiez dans un projet en total autofinancement, vous ne faites pas appel à une banque et finalement le démarrage ne se passe pas comme prévu, pas comme les belles hypothèses que vous aviez prévues, et que là, vous retournez voir la banque et dire finalement j'aurais besoin d'un financement, et ben en fait, la donne, elle sera pas forcément la même. Et peut-être que ce que vous aurez pu vous prêter au démarrage, là, les conditions actuelles ne sont plus réunies. Et en fait, l'apport que vous auriez pu mettre à ce moment-là, bah, vous l'avez déjà tout utilisé au démarrage. Donc, très important de montrer que vous êtes engagé, que vous croyez en projet, parce que c'est quand même vous qui portez le projet, mais laissez la banque aussi faire sa part du marché. Et de toute façon, il faut savoir qu'une banque ne prêtera pas de manière démesurée, sans analyse de risque. Hein. Moi, en tant qu'ancien financeur, on m'avait toujours dit, on ne prête pas parce qu'on a une bonne garantie, on prête parce qu'on croit au projet. Donc ça, c'est très important. Par contre, charge à vous, porteurs de projets et futurs entrepreneurs ou même entrepreneurs que vous êtes, de bien comprendre dans quelle mesure vous vous endettez professionnellement, quels sont les risques. Il n'y aura pas zéro risque, il y aura toujours une partie de risque. Il faut que vous en ayez conscience, il faut qu'il soit mesuré aussi pour vous, je vous le souhaite, mais il faut toujours en avoir conscience. Et si toutes les parties sont claires, c'est vraiment une relation partenariale qu'il y a avec son banquier. Et pour terminer, moi, c'est un de mes combats personnels chez BGE. Effectivement, comme je vois les porteurs de projets, mais au tout démarrage, à cet état embryonnaire d'idées, et en fait, déjà de leur faire lever l'appréhension d'aller voir le banquier et de leur dire que non, non, c'est OK d'aller chercher du financement pour justement après travailler de manière partenariale avec la banque. Voilà. Merci Hugo. Et justement, pour nous faire un retour d'expérience sur le sujet, nous avons avec nous Betty, qui a été accompagnée par BGE Berry Touraine. Betty, avant de nous parler de vos démarches, peut-être que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment s'est passé votre accompagnement avec BGE. Oui, donc effectivement, moi j'ai rencontré Hugo parce que Hugo du coup m'a accompagné pendant cette création d'entreprise et j'ai pu bénéficier de ce qu'on appelle le Pass Création. Donc le Pass Création, c'est vraiment quelque chose qui est mis en place, qui est financé par la région pour les entrepreneurs, pour les créateurs d'entreprises et pour pouvoir se lancer. Donc ils peuvent nous aider de différentes manières, dont la première c'est du coup voir si le projet est viable, etc., discuter du projet et nous aider à faire le budget prévisionnel. Et après, on peut avoir ensuite un suivi, ce qu'on appelle post-création, pendant 3 ans avec des points réguliers, c'est-à-dire qu'ils sont là pour
la création d'entreprise, mais également pour le suivi. Et ça, c'est aussi très bien, c'est-à-dire qu'ils ne nous laissent pas dans la nature après. Voilà, au niveau, moi, de la BGE, comment j'ai été accompagnée, en sachant que moi, APEF, c'est une franchise. Donc, ça veut dire qu'on a aussi j'ai également eu un support important au niveau de la franchise. Donc, moi, quand je suis arrivée voir Hugo, j'avais déjà mon budget prévisionnel entre les mains. Alors, le budget prévisionnel, on en fait toute une montagne. Je vous assure que ce n'est pas un gros mot. C'est quelque chose qui est accessible à tous. Après, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que en tant que chef d'entreprise, on n'est pas forcément comptable, on n'est pas forcément expert comptable. Et le plus important, c'est de savoir s'entourer de bonnes personnes. La BGE peut nous aider entièrement à faire notre budget prévisionnel, mais ce n'est pas eux qui vont le faire quand même. C'est-à-dire qu'il y a quand même une importante partie qu'on doit être impliqué dans notre projet. C'est à nous de faire notre étude de projet, notre étude de marché, etc. Même si on n'est pas financier, même si on n'est pas comptable, c'est quand même à nous de le faire, mais il faut s'entourer de bonnes personnes. Et il ne faut pas avoir peur d'apprendre un comptable, un expert comptable pour nous aider à faire notre budget prévisionnel. Moi, je sais que la première fois que j'ai rencontré une banque avec mon budget prévisionnel, je ne suis pas du tout comptable. Le banquier m'a dit, écoutez, je vous arrête tout de suite. En fait, vous me présentez un budget prévisionnel qui n'est pas du tout à l'équilibre et qui est en négatif. Donc, en fait, j'avais juste pas choisi le bon comptable, quoi. Donc voilà, donc après, une fois d'avoir choisi un bon comptable et d'aller voir les banques, ça va tout de suite mieux. Voilà, donc pour évaluer en fait mes besoins de financement, donc au niveau de la franchise, on a déjà une base, les droits d'entrée, etc., qui sont obligatoires. Après, quand on prend un local, on a aussi parfois des travaux à faire qu'il faut inclure dans notre budget prévisionnel. Donc moi, j'ai d'abord trouvé un local et ensuite j'ai chiffré les travaux parce que j'ai pris un local avec de nombreux travaux. Donc, chiffrer les travaux. Après, il fallait aussi trouver un apport personnel. C'est ce que vous disiez, Hugo. C'est-à-dire que l'engagement personnel est très, très important. Une banque ne vous prêtera pas du tout s'il n'y a aucun engagement personnel. Ça, c'est important. Et puis après, il faut aller à la banque avec un dossier complet. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit légitime. Il faut qu'on soit crédible auprès du banquier. On ne va pas à la plage. On est habillé quand même correctement. Et puis, on a un projet. On est futur chef d'entreprise. Donc, il faut y aller quand même avec un dossier complet, une présentation. On n'y va pas avec un petit bout de papier comme ça écrit à la main. Moi, je sais que j'avais fait un PowerPoint avec tout plein de slides qui défilaient pour expliquer mon projet, qui je suis, d'où je viens, ce que je fais, pourquoi je veux le faire. Et puis après, le côté financier, bien évidemment. Ça, c'est quand même quelque chose au niveau de la légitimité qui est quand même très, très importante. Après, je pense qu'il faut faire plusieurs banques, évidemment. Moi, je me suis tournée en premier vers la Caisse d'épargne parce que c'était ma banque à moi, personnellement. Mais je ne m'en suis pas contentée de la Caisse d'épargne, même si après, j'ai signé avec eux. J'ai quand même fait d'abord plusieurs banques et il faut en fait prendre tous les conseils des banquiers avec qui on passe. Et les banquiers, en fait, ils donnent leur accord sur des chiffres, bien évidemment, mais aussi beaucoup sur la personne que nous sommes, sur le porteur de projet. Ce que disait tout à l'heure Hugo, c'est-à-dire que le banquier, il va d'abord donner s'il croit au projet et s'il croit en vous. Après, les chiffres, ça peut se retravailler, on peut revoir plein de choses, mais voilà. Donc, voilà mes conseils par rapport aux besoins de financement. Et bien justement, Karen, vous allez pouvoir nous parler, vous, des attentes des banquiers et nous expliquer peut-être ce que vous recherchez dans un projet et aussi comment un entrepreneur peut bien préparer sa demande pour que son dossier retienne l'attention. Oui, en fait, je dirais qu'entre Hugo et Betty, je pense que vous avez déjà pas mal résumé ce que nous, on attend. Mais c'est vrai que nous, aujourd'hui, on va regarder la viabilité et le potentiel de réussite du projet. Et pour cela, on va axer notre analyse sur 3 points. Le premier point, c'est évidemment vous, le porteur de projet, avec votre équipe, s'il y a lieu d'être. C'est-à-dire qu'on va évaluer justement vos compétences nécessaires. Alors évidemment, on va regarder par rapport à votre CV, ce que vous avez fait, vos expériences. Déjà, ça va nous donner une indication sur justement la façon dont vous allez mener votre entreprise. Et on va regarder également l'expérience pertinente dans le secteur dans lequel vous avez choisi d'être. Donc, ça, c'est très important. On va évidemment regarder votre détermination, votre passion par rapport à votre projet, l'apport personnel également.
ça va être un signe tangible de cet engagement. Et puis enfin, on va regarder également les personnes avec qui vous allez monter le projet. On va regarder votre complémentarité, s'il y a lieu d'être, et la capacité à travailler ensemble efficacement. Donc ça, réellement, vous êtes au cœur du sujet. C'est vous réellement le porteur de projet qui allez aussi nous convaincre sur la faisabilité et le potentiel de réussite. Ensuite, le deuxième axe qu'on va regarder, mais vous l'avez déjà mentionné, Hugo et Betty, c'est le business model. C'est-à-dire qu'on va regarder si vous avez étudié le marché, si vous avez pu voir quels étaient vos concurrents, quels vont être vos points forts et vos points faibles. On va regarder évidemment le potentiel on va regarder si vous avez étudié évidemment le potentiel du marché, les clients, quels vont-ils être? Est-ce que ça va être plutôt, vous allez travailler plutôt avec des particuliers, plutôt avec des professionnels? Évidemment, toutes ces questions-là, il faut qu'elles soient déjà posées sur le papier. On va regarder évidemment les fournisseurs avec qui vous allez travailler, qu'est-ce qu'ils vont vous demander en termes de délai de paiement, de moyens de paiement. Ça aussi, ça va faire partie intégrante du projet. Ce qui est important également, c'est la stratégie, c'est arriver avec une stratégie. Une stratégie, alors c'est beaucoup, hein, ça ne veut rien et tout dire, une stratégie, mais vraiment une stratégie peut-être plus au niveau des produits, au niveau commercial. Comment est-ce que vous allez, par exemple, vous êtes un restaurant, comment vous allez je dirais, créer votre menu, votre carte, comment elle va être, comment elle a été pensée. Donc ça, c'est important. On va regarder également comment vous allez distribuer vos services ou vos produits. Est-ce que ça va être plutôt à distance? Est-ce que vous allez plutôt être en magasin, etc. On va également regarder la communication. Comment est-ce que vous allez faire pour vous faire connaître, en fait, hein, quel va être votre réseau, comment vous allez vous y prendre. Ça, c'est très important pour nous. Et enfin, on regardera également tout ce qui est les moyens qui vont être mis en œuvre. Donc, on va regarder si vous allez acheter un local ou si c'est plutôt loué. Si c'est la location, on va regarder le bail. Est-ce que c'est bien un bail sur 3, 6, 9 ? On va regarder évidemment le compromis, ce dont vous allez avoir besoin comme matériel. Est-ce que ça va être plutôt de la location, de l'achat ? Voilà, tout ça, ce sont des éléments qui sont très importants pour nous. Et puis enfin, on regardera ensuite le fameux prévisionnel, c'est-à-dire les éléments financiers avec le chiffre d'affaires, le résultat et enfin le plan de financement. Ce sont vraiment, sachez que lorsque vous êtes avec nous en entretien, bien souvent, lorsqu'on a des créateurs avec nous, on passe au moins sur un entretien avec vous, au moins pendant 1h30, voire 2 heures, pour vraiment éplucher. Alors des fois, ça peut être plusieurs rendez-vous, parce que voilà, mais en tout cas, c'est vraiment, on prend vraiment du temps pour regarder avec vous le projet. Alors, ce qui est important pour nous, pour revenir aux éléments financiers, c'est bien, si vous voulez, le chiffre d'affaires. Comment est-ce qu'il a été estimé? Il faut vraiment que vous ayez, la notion et savoir nous expliquer, voilà, si vous êtes un taxi, ça va être plutôt le nombre de kilomètres par semaine. Si vous êtes un restaurant, ça va être le nombre de couverts par jour. Le seuil de rentabilité, à partir de quel moment vous commencez vraiment à générer de la rentabilité, ça aussi, c'est important. Et puis ensuite, on va regarder avec vous les charges de l'entreprise et enfin le bénéfice. Alors, c'est vrai que le plan de financement, c'est justement moteur pour connaître exactement le montant de financement. Donc, c'est pour ça qu'on va reprendre réellement le plan de financement avec le fonds de commerce. Est-ce que c'est un achat de fonds? Donc, est-ce qu'il y a du matériel? Est-ce qu'il y a des travaux? Est-ce qu'il y a du stock? Quels vont être les frais? Puisque vous allez avoir des frais d'actes notariés, évidemment, des frais bancaires, les frais de garantie, les frais d'avocat si vous en avez besoin. Enfin, tout ça, ce sont un plan de financement. Vraiment, on prend du temps pour être sûr de ne rien oublier. Et enfin, derrière, à côté, on va mettre les ressources, c'est-à-dire votre apport, les prêts d'honneur, comme certaines associations peuvent générer, ensuite les prêts. Donc nous, après, en fonction de ça, on va regarder quel prêt on va vous mettre en face. Est-ce que ça va être plutôt du crédit bail?
Est-ce que ça va être plutôt du crédit amortissable? Voilà, on va vraiment, par rapport à vos besoins, regarder réellement les financements qui vont être appropriés. Et enfin, on regardera tout ce qui est la gestion du risque et les garanties, c'est-à-dire que comment est-ce que les risques potentiels ont-ils été anticipés? Quelles garanties on va mettre en face? Donc, bien souvent, nous, ce qu'on demande, c'est une caution personnelle sur les financements. Mais bon, des fois, ça, c'est pas toujours le cas. Mais c'est vrai que bien souvent, on prend ce genre de caution, mais pas que. On va prendre également une caution, je dirais une caution mutuelle, donc comme la BPI ou la CEGC pour nous, avec qui, donc voilà, ils cautionnent également votre dossier, ou bien une garantie réelle en fonction de ce qui a lieu d'être. Voilà. Ok. Et quelles sont du coup, selon vous, les règles d'or pour convaincre son banquier et aussi peut-être les erreurs à éviter? Ouais. En fait, ce qui est important, c'est que vous ayez préparé le dossier, donc arriver avec un business plan qui est complet, qui réponde vraiment, nous, à toutes nos attentes. En fait, sincèrement, c'est vrai que le fait qu'il y ait la BGE, bien souvent, avec la BGE, vous arrivez déjà avec une préparation, avec une structuration du dossier qui fait que déjà, pour nous, c'est déjà beaucoup plus facile. Et puis, ce qui est important, c'est qu'il y ait aussi un apport suffisant sur le projet. Nous, on demande généralement entre 20 à 25%, voire plus en tout cas, d'apport, mais c'est le minimum, c'est au moins 20%. Après, ce qui est important, c'est d'avoir une vision claire aussi de ses clients, de connaître ses concurrents, de pouvoir de pouvoir en parler et ensuite derrière nous prouver que voilà, aujourd'hui il y a peut-être des concurrents, mais nous, notre cible, ça va être ça va être le marché, nous on le voit comme ça. Donc déjà, c'est déjà très important. Et puis enfin, voilà, ce qu'il faut se dire, c'est que on est là aussi pour vous accompagner. On est là pour être avec vous dans votre projet parce qu'on n'a pas que la partie financement, on a aussi la partie derrière qui va être la protection du dirigeant, les services qu'on va mettre aussi en place par rapport à votre monétique, à vos flux, à votre TPE, etc. On est là vraiment pour vous accompagner, donc ne pas avoir peur de nous poser des questions et puis de nous dire les choses voilà, telles qu'elles sont, quoi, parce qu'on est réellement des partenaires. Complètement. Et vous avez commencé du coup à le mentionner, mais est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de la complémentarité entre l'accompagnement de BGE et le financement de caisse d'épargne? Et peut-être que Hugo, vous pourrez peut-être compléter aussi sur le propos. Oui, BGE, c'est vrai que BGE, c'est vraiment un accompagnement de A à Z sur le projet. Puis, comme vous disiez, Betty, il y a aussi un suivi derrière, donc c'est très important. Nous, la Caisse d'épargne, on est là effectivement pour apporter le financement nécessaire, mais aussi pour vous accompagner dans la durée, une fois votre entreprise lancée. C'est-à-dire que il y a une véritable, de toute façon, synergie entre la BGE et nous, parce que nous, bien souvent, lorsqu'on a un dossier, eh ben, on a besoin aussi d'avoir une autre vision sur le dossier. On peut poser des questions et bien souvent, entre le chargé BGE et nous, on est là pour des fois comprendre certaines choses. Et donc, c'est réellement une véritable synergie qu'on a entre la BGE et la Caisse d'épargne. Et du coup, ça optimise aussi les chances de réussite en ayant justement une expertise complémentaire. Effectivement, nous, notre rôle chez BGE, c'est vraiment d'accompagner tous les entrepreneurs, quelle que soit l'activité, quel que soit le statut juridique, le régime fiscal choisi, aussi bien par exemple, les micro-entrepreneurs qu'on sait que souvent se lancent sans forcément être accompagnés. Surtout, c'est de structurer pour tout le monde de la même manière, afin qu'ils aient on va dire, les mêmes chances de présenter leur projet. Moi, ce qui nous importe de manière très importante, c'est de se dire si on adresse un porteur de projet qui a été accompagné par BGE, on l'adresse avec
une structuration, un projet qui est exploitable par le conseiller bancaire qui va le recevoir. Ou sinon, on conserve un peu de garde-fou et de dire: «Non, là, il y a encore des choses à travailler, c'est trop tôt». Vous allez, un peu, vous casser les dents à présenter un projet qui est encore un peu bancal. Mais vraiment de se dire: «OK, là, le projet, il est mature, il est bien travaillé». Ça ne veut pas dire qu'il y aura forcément un accord de financement, mais qu'il y a une base de discussion et que ça se discute. Et pour le suivi post-création, comme ce que j'ai fait par exemple avec Betty, de la PEF, par exemple, moi, c'est vrai que ça m'est arrivé de donner exactement les mêmes conseils que je donnais en banque, à mes porteurs de projets. Par exemple, bah, là, il serait bien de mettre en place, des contrats, type Madelin pour, bah, augmenter votre couverture sociale, de mettre en place du financement et cetera. Mais comme je n'étais plus la personne qui aussi, proposait le contrat, c'est vrai que des fois, il y avait, cette écoute un peu plus, détendue et ils se disent: «Bah, le conseil il est vraiment objectif» et du coup, bah, après ça permettait que peut-être que, le travail du banquier d'amener après ces contrats-là, la contractualisation de ces contrats soit peut-être un peu plus facile parce qu'on a bien expliqué, d'un autre, biais, de manière totalement objective, l'intérêt des contrats qui sont possibles aussi à mettre en place, une fois lancés. Moi, pour rebondir par rapport à tout ça, c'est vrai que quand on va devant des... Alors moi, j'ai fait aussi beaucoup de prêts d'honneur, voilà, c'est aussi très, très important pour financer son projet. Quand on dit qu'on vient de la part enfin, qu'on est accompagné par BGE, qu'on a été avoir BPI aussi, qui est aussi un très bon soutien par rapport à tout ça, il ne faut pas hésiter vraiment à aller voir toutes ces personnes qui sont là pour nous aider, pour nous financer, prêts d'honneur, BPI, BGE, tout ce qui est le club des entrepreneurs, voilà, dans toutes les régions, il y en a. Et c'est vraiment très, très important de bien s'entourer et d'y aller en étant épaulé par des structures comme ça. Betty, vous avez reçu quoi du coup comme type de financement, vous, pour votre projet? Et est-ce que vous pouvez, en complément, nous parler de vos démarches avec la banque directement? Alors moi, au niveau des... Donc j'ai fait des prêts d'honneur. Hein, je pense que... mais je pense que ça existe au niveau national. Donc, prêt d'honneur, initiative Touraine. Et puis, moi, je suis aussi adepte au concours. C'est vrai qu'il y a beaucoup de concours qui existent pour les entrepreneurs, pour les néo-entrepreneurs, pour les entrepreneurs, pour leur développement, etc. Ça, c'est aussi très bien, très important, et c'est aussi une bonne source de financement par rapport à plein de choses. Il faut savoir aussi que tout ce qui est BPI, par exemple, on a des cautions avec eux. Donc, c'est aussi très important de le savoir. Et moi, mes démarches au niveau de la banque, ça s'est passé tout naturellement, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai fait plusieurs banques. Alors après, quand on fait un rendez-vous avec la banque, déjà, il faut que ça passe avec le conseiller tout de suite. Parce que quand on voit que ça ne passe pas, que c'est une réticence, etc. Après, c'est ce que disait Karen aussi. C'est-à-dire que la banque, après, c'est notre partenaire. C'est-à-dire qu'on est avec eux tout au long de notre vie d'entrepreneur. On les appelle quand ça ne va pas, mais aussi quand ça va, hein, pour avoir des conseils, des renseignements, pour proposer des nouveaux services. Ils sont aussi là pour nous proposer des nouveaux services. Par exemple, moi, une flotte de véhicules pour mes intervenants, donc il faut refaire des prêts. En tant qu'entrepreneur, en fait, on a tout le temps des projets à faire, des projets à financer. Et donc, il faut vraiment que ça passe bien déjà avec le conseiller, avec l'entrepreneur. Et puis après, écoutez, c'est classique, quoi. Hein, on donne un projet, etc. Après, il faut être patient. Il ne faut pas être dans la précipitation parce que, au niveau des banques, il y a aussi des strass, à respecter. Donc, voilà. Et puis après, c'est des échanges réguliers, bien sûr, voir si tout va bien. Ils sont toujours là. Quand on me disait Karen, TPE, etc. Voilà, on peut avoir au quotidien des conseils avec notre banquier, notre partenaire. Donc, c'est un lien qui dure dans le temps. Oui. C'est comme un mariage, hein, il faut être sûr. Mais comme un mariage, on peut aussi s'en séparer, hein, c'est pareil. Oui, je suis assez d'accord aussi. C'est exactement ça. C'est un mariage. Voilà, il y a des fois, il y a des hauts et des bas. Il faut savoir
anticiper des fois les bas, et puis quand il y a des hauts, il faut savoir en profiter aussi. Voilà. Et si je peux me permettre de rajouter sur cette relation partenariale, c'est très important, ne cachez rien à votre banquier. C'est vraiment, faut le voir comme un partenaire. Des fois, c'est pas non plus à vous, entrepreneurs, de trouver toutes les solutions. Il faut parler, expliquer vos problématiques à votre banquier ou même tout autre professionnel par rapport à leur cœur de métier, mais expliquer les problématiques à ces professionnels-là qui, eux, c'est leur métier pour vous aider à trouver des solutions. Et surtout, n'attendez pas qu'une situation soit critique, parlez-en dès en amont. Vraiment, il faut vraiment voir ça comme une relation partenariale, très important. Oui, c'est vrai, je suis assez d'accord par rapport à ce que dit Hugo. Surtout, si vous avez à un moment donné un problème de trésorerie, un problème, il faut venir nous en parler. On arrivera toujours à trouver une solution si on l'a anticipé, que le jour où vous êtes vraiment, vous avez vraiment le problème, là, ça deviendra plus difficile. Donc, réellement, c'est, voilà, comme disait Hugo, c'est en parler, ne pas avoir peur de dire, ben là, aujourd'hui, je rencontre des difficultés et ensemble, on peut trouver des solutions. Merci. Merci à vous trois. On va essayer de garder un petit peu de temps pour répondre aux questions. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à aller voter pour les questions qui vous intéressent le plus. Donc, je vous laisse aller regarder ça. Et en attendant, peut-être à tous les trois, une question un peu générale, mais est-ce que vous auriez un conseil à donner à quelqu'un qui a un projet d'entreprise et qui veut se faire financer finalement? Qu'est-ce qu'il faut retenir aujourd'hui? C'est quoi le conseil le plus important que vous donneriez? Hugo, peut-être? Alors, ouais, je veux bien commencer. Alors déjà, ne sous-estimez pas le temps. Un projet, ça ne se travaille pas quand vous êtes immatriculé. Il y a du temps, on va dire, non visible. Un projet, ça se travaille en amont et ça peut prendre du temps. Donc, ne soyez pas surpris qu'il y ait pas mal de démarches à faire avant d'être immatriculé. C'est vrai que des fois, un peu l'entourage peut être un mauvais ami là-dessus et qui vous presse en disant bah tiens tu t'es toujours pas lancé mais qu'est-ce que t'attends? Non, prenez en considération que ça se travaille en amont, donc la partie temps et surtout à ne pas sous-estimer et la partie aussi, comme je vous l'ai dit et c'est la thématique du jour, financement, s'il vous plaît messieurs dames, donnez-vous les moyens de réussir. Si pour réaliser votre projet et que ça en fasse une vraie réussite, ne sous-estimez pas les moyens d'exploitation dont vous avez besoin. Il y a rien de pire, je trouve, qu'on me dise: «Ah non, je vais pas investir dans ça au démarrage, parce que sinon ça va faire une trop grosse enveloppe et du coup, je préfère garder ça pour plus tard». Non, s'il y a besoin de cet investissement pour que vous puissiez exploiter, de 100 de votre activité dans de bonnes conditions, mettez-le au plan de financement. Ce n'est qu'après que la question de se dire comment on finance la totalité de ce plan de financement se posera. Mais vraiment, donnez-vous les moyens de réussir. Une création d'entreprise, ça a un certain coût. On ne créera pas d'entreprise sans capitaux de départ et sans argent. Après, d'où viennent ces capitaux, ça sera une autre question. Mais voilà, une création d'entreprise, ça a un coût, c'est normal, rassurez-vous. Et c'est pour ça qu'il y a des banques justement qui seront ravies de vous accompagner à ce sujet. Pour ma part, les conseils que je peux donner à tout le monde, c'est surtout croyez en vous. Voilà, ça c'est vraiment mon premier conseil. Moi, je ne viens pas du tout de l'entrepreneuriat. Ma famille ne vient pas du tout de l'entrepreneuriat. Mais j'ai su en fait ne pas rester seule, ça c'est important, et savoir s'entourer de professionnels. En tant que chef d'entreprise, on ne peut pas être en même temps RH, qualiticienne, comptable, banquière, etc. Donc voilà, le plus important, c'est vraiment de s'entourer de professionnels, ne pas rester seul, croire en vous. Et ça, je pense que ce sont les trois points qui sont très, très importants pour moi. Et on peut entreprendre, n'importe qui peut entreprendre, que l'on vienne d'un quartier prioritaire de la ville, que l'on vienne de n'importe quelle ville de France ou même des dom-toms, n'importe où. Enfin voilà, tout le monde peut entreprendre. Le but, c'est de croire en vous et de ne pas baisser les bras. Merci Betty. Karen? Oui, pour ma part, moi je dirais, venez avec un projet structuré, avec votre engagement, vos envies, la motivation, et surtout voilà, que vous puissiez nous en parler de manière simple. Soyez vous-même et par contre, une chose est sûre, c'est que l'apport personnel est également important aussi pour nous parce qu'on s'engagera, oui,
mais pas forcément sur la totalité du financement, enfin du projet. Donc voilà, gardez ça aussi en tête, que l'apport fait partie aussi de votre engagement. On va pouvoir répondre aux questions. Il nous reste une dizaine de minutes. Alors, celle qui a eu le plus de votes, c'est celle-ci. C'est Romain qui nous demande si le prêt personnel est généralement considéré par les banques comme de l'apport personnel dans le cadre d'un financement. Karen, peut-être que vous pourrez répondre. Ouais, vous avez votre micro coupé. Pardon. Alors, le prêt d'honneur chez nous est considéré effectivement comme de l'apport personnel. Après, c'est vrai que ce sont des prêts d'honneur qui sont normalement faits sur, je dirais, en tant que personne physique. En fait, c'est pas sur un prêt, c'est pas sur l'entreprise elle-même. Donc, oui, bien sûr, c'est considéré comme l'apport. Oui. Ok, merci. Ensuite, on a une autre question de Romain qui a recueilli beaucoup de votes. Comment est-ce qu'en général, vous évaluez l'expérience et la crédibilité d'un porteur dans le cadre d'une reconversion professionnelle? Alors, peut-être que Hugo, vous pouvez commencer en parlant là-dessus. Oui. Bah effectivement, alors nous, en plus, c'est vrai que c'est un constat que je trouve qu'on a beaucoup de personnes en reconversion professionnelle qui viennent nous solliciter BGE. Donc c'est vraiment déjà arriver à valider l'adéquation personne-projet. C'est-à-dire déjà partir sur quel métier, pourquoi souhaiter entreprendre, mais du coup, pourquoi cette activité? Si aujourd'hui, ce n'était pas une activité que la personne exerçait auparavant en tant que salarié, qui n'a pas été formé pour ce métier avec des diplômes, déjà venir regarder pourquoi aujourd'hui est-ce que l'activité choisie, c'est une activité réglementée? Parce que si c'est une activité réglementée, on peut pas forcément y accéder comme ça. Donc, il y a ce critère-là, c'est de se dire techniquement comment ça va se passer et charge à lui après, ce n'est pas, on va dire, un critère éliminatoire, mais c'est du coup après l'importance de travailler son étude de marché qui sera très importante. Quelqu'un qui est déjà du secteur d'activité, c'est vrai que la partie étude de marché, limite, des fois il la survole parce que ses années d'expérience parlent pour lui et il sait de quoi il parle. Alors si quelqu'un qui n'est pas du métier et je pourrais prendre l'exemple de Betty, qui l'a dit tout à l'heure, qui était pas dans le service à la personne, qui était infirmière ou directrice d'une maison de retraite. Et ben en fait, d'avoir travaillé son projet en amont peut gommer ça. Moi, c'est ce que j'ai dit à Betty. Je lui ai dit, aujourd'hui, je serai encore financeur. Tous les jours, je vous financerai. Parce qu'elle maîtrisait son sujet. Donc, intéressez-vous à votre futur secteur d'activité encore plus si vous êtes dans le cadre d'une reconversion professionnelle pour gagner en légitimité. J'y rajouterais même aller voir d'autres professionnels qui sont dans ce secteur. Voilà, c'est-à-dire que moi, secteur service à la personne, c'est vrai que j'ai été rencontrer d'autres services à la personne pour me renseigner, voilà comment ça se passait, voilà plein de choses, plein de questions qu'on peut avoir nous-mêmes. Mais c'est vrai que les banques, elles aiment bien quand on leur dit, bah voilà, j'ai été me renseigner, je sais comment ça se fonctionne, je sais comment, voilà, comment peut être une journée type, comment ça se passe, etc. Plutôt que de dire, bah je suis pas du secteur, je sais pas trop, mais c'est le devenir, par exemple. Karen, est-ce que vous voulez compléter? Oui, ben, en fait, à partir du moment où c'est une reconversion, ben, le sujet, c'est surtout, voilà, comme dit Betty, c'est d'aller s'intéresser à ce qu'on va faire. Donc, si on n'a pas forcément des années d'expérience dans l'activité visée, mais qu'on a fait des démarches pour s'y intéresser, et voilà, enfin, après, voilà, ça, bien sûr qu'on prendra en considération, en tout cas, ben aussi ce que vous avez fait pour justement vous intéresser sur l'activité que vous allez monter, quoi. Donc voilà, c'est pas forcément les années que vous n'avez pas eues sur cette activité-là qui fera que le projet capotera. Il faut vraiment mettre en avant en fait vos compétences transverses, toutes celles que vous avez acquises avant et qui sont transférables dans une autre activité. Ça, c'est important, de bien dégager en fait de vos expériences précédentes, toutes vos compétences et tout ce que vous avez à acquérir, et puis les mettre pour votre nouveau projet. Compétences transversales.
On a une autre question qui est plus sur la temporalité des projets. Peut-être que Betty, je ne sais pas si là, la situation se pose exactement entre le rendez-vous à la banque et vous, la création, puisque vous étiez dans un projet de franchise, donc c'était un peu différent, mais peut-être que vous pouvez nous parler de la temporalité. Combien de temps, finalement, de préparation du projet avant la création de l'entreprise ? Alors, j'ai envie de dire, ça dépend de chaque personne, en fait. Moi, je sais que j'ai eu quelque chose que tout le monde me disait que c'était très rapide, c'est-à-dire que j'ai commencé à m'intéresser à l'entrepreneuriat, etc., et à la franchise au mois de février, c'est-à-dire qu'en me rendant au salon de la franchise, tout simplement, hein, voilà. Et j'ai ouvert mon entreprise au mois d'août. Donc, c'est vrai que ça fait très peu de temps pour tout. Mais voilà, je crois que quand on a l'envie, la niaque, et ben on se lance dedans, on fait. Et voilà, et j'ai envie de dire, c'est propre à chacun. Est-ce qu'on est encore en poste ou pas? Est-ce qu'il faut déjà quitter son poste? Est-ce qu'on est déjà libre? Est-ce que voilà, et puis ça peut. Enfin, il n'y a pas forcément de temps, mais je pense que 6 mois, c'est quand même le minimum. Hugo, peut-être avec l'expérience terrain, vous avez une idée un peu des. Oui, c'est ça. Alors, des fois, il y a des choses qui drivent énormément l'avancée d'un projet. Par exemple, si vous êtes en recherche d'un local commercial, des fois, trouver le local idéal, ça peut prendre du temps. Mais effectivement, comme dit Betty, 6 mois minimum. Des fois, c'est entre 6 mois et 1 an. Mais si on parle vraiment du tout début, j'ai l'idée. Voilà. Et c'est tout ce temps, on va dire, un peu opaque qu'on ne voit pas. Nous, par exemple, on a des accompagnements à la structuration chez BGE qui peuvent aller de 6 à 9 mois, et on a des versions plus condensées où les personnes qui participent à ces accompagnements sont en présentiel et en collectif, et ils font ça quand même en 2 mois de temps. Et après, il y a la phase de recherche financement, et des fois, entre le premier rendez-vous qu'on a avec sa banque et le moment où les offres de prêt sont éditées et on fait la signature, il peut se passer 3 mois selon les strates de décision, selon les garanties qu'on va aller chercher, selon les autres ressources de financement qu'on va demander. Si on va chercher des prêts d'honneur, des subventions, etc., il y a tous ces autres interlocuteurs à aller convaincre, et tout ça, ça rajoute du temps. Donc, effectivement, entre 6 mois et 1 an pour un projet, mais on part de l'état d'idée à la concrétisation du projet, excusez-moi. Alors, on l'a un peu mentionné tout à l'heure avec Karen, je vous laisserai répondre peut-être sur l'erreur la plus fréquente que vous voyez chez les entrepreneurs en rendez-vous bancaire. Est-ce que vous avez quelque chose qui vous vient en tête spécifiquement? Oui, c'est vraiment quand on n'a pas du tout préparé son projet. Quand on arrive avec une feuille de papier en disant, ben voilà, ça c'est mon business plan, et que vous savez même pas l'expliquer, que vous n'avez même pas analysé le marché qui est autour de votre projet, des choses comme ça. Pour nous, c'est rédhibitoire, parce que là, on comprend bien qu'il n'y a pas du tout eu d'études avant, quoi. Donc pour nous, c'est vraiment très important que le projet il ait été réfléchi, et c'est vrai que des BGE est là aussi pour vous accompagner aussi là-dessus, pour que derrière, quand vous veniez nous voir, vous sachiez de quoi vous parlez. Si je peux compléter, effectivement, moi, c'est toujours sous-estimer les moyens dont on a besoin pour pouvoir exploiter le total potentiel de son activité. Donc vraiment, avoir du pratico-pratique, qu'est-ce que j'ai besoin pour pouvoir faire mon projet dans de bonnes conditions? Et ça me permettra de répondre à une question que j'avais vue, je ne sais pas si on la passera, de Ludovic, qui disait comment positionner un besoin de trésorerie, en quoi ça correspond. Et ça aussi, c'est une erreur que je vois énormément, sous-estimer le besoin de trésorerie de départ au démarrage. Alors effectivement, c'est pas ce que les banques préfèrent financer. Alors attention, je suis mesuré, parce que des fois, dans mes formations, quand je dis ça, on me dit, mais vous me dites que les banques ne financent pas la trésorerie. Si, la finance, ça m'est déjà aussi arrivé en tant que banquier de surélever un peu, de rehausser la demande de trésorerie de départ. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que de la trésorerie dans un plan de financement, on voit des euros, de l'argent. Et en fait, pareil que pour le chiffre d'affaires, en fait, pour rassurer le banquier, c'est de se dire, OK, peut-être que si je vous demande, en plus de je dis n'importe quoi, 30 000 euros d'investissement, de mes 10 000 euros de stock, je vous demande 15 000 euros de trésorerie de départ, pour
plus que le banquier voit des euros, c'est de se dire à quoi va vous servir ces 15 000 euros de trésorerie de départ? Justement, à faire le tampon sur le moment où l'activité aura un chiffre d'affaires suffisamment élevé pour payer des charges mensuelles, mais qu'au démarrage, il faut peut-être 3, 4, 5 mois de charges d'avance et des fois, on a des charges qui sont dès le jour 1 du premier mois de la première année et qui nécessitent de financer des démarrages afin de ne pas avoir un compte bancaire professionnel après en découvert parce que ça serait un peu dommage d'aller chercher du financement et dès le mois 1 d'être à découvert. Donc, ouais, sous-estimer la trésorerie de départ dans un besoin de financement, c'est une grosse erreur. Oui, je rajouterais qu'effectivement, le plan de financement, on le challenge avec vous, quoi. C'est-à-dire que là, on regarde exactement ce que vous allez avoir besoin ou pas. Mais c'est vraiment très important pour nous parce que c'est ça aussi qui va déterminer le montant de financement. Et c'est vrai que si au moment où on monte le dossier, vous nous dites « Ah ben non, mais finalement, il va me manquer ça », on ne va pas vous dire non forcément, mais il va falloir qu'on reprenne toute l'analyse et ensuite que ça repasse à notre délégataire et ensuite que ça passe dans notre service des prêts, etc. Donc, ça risque de rallonger les choses. Donc, c'est pour ça que vraiment, on met un point essentiel sur le plan de financement. Ouais. Ok, on va, je pense, avoir le temps de répondre à une dernière question. Une question sur finalement quelle garantie on peut apporter à la banque quand on est dans une situation où l'entreprise elle ne va pas nous permettre de nous rémunérer dans un premier temps. Karen ou Hugo, je ne sais pas lequel de vous deux souhaiterait répondre. Moi, je veux bien commencer. Donc, si l'entreprise, donc effectivement, si on n'a pas d'ARE, comment faire pour vivre personnellement lors du lancement de l'activité? Effectivement, avoir soit le maintien de l'ARE, soit aller demander l'ARS, donc le versement du capital restendu, enfin 60% en 2 fois au démarrage et à 6 mois, est très important puisque ça permet de ne pas prendre de piocher directement dans la trésorerie pour pouvoir se rémunérer et donc laisser la trésorerie créée par l'entreprise pour justement consolider cette future trésorerie. Mais pourtant, il y a une certaine réalité derrière, c'est qu'il faut bien faire face à ses charges personnelles. Donc, quand on n'a pas la possibilité d'avoir le maintien de l'ARE ou d'aller chercher l'ARS, c'est vrai d'avoir une épargne personnelle pour faire le tampon justement sur cette période, ça peut être important. Moi, effectivement, ça m'est déjà arrivé aussi de dire à des personnes, oui, c'est bien, vous montrez que vous êtes engagé, mais derrière, vous vous démunissez de toute votre épargne personnelle. Donc, si jamais ça se passe pas comme prévu et que vous n'avez pas d'heureux, comment vous faites pour pallier à ce défaut de rémunération, voilà. Ou sinon, ça m'est arrivé de dire à certains porteurs de projets que le projet il était top, franchement, super bien travaillé, super bien présenté et que j'y croyais énormément. Qu'en plus la personne qui portait ce projet, je la voyais totalement incarner ce projet, je validais mais 100% l'adéquation personne-projet, mais le projet arrive pas au bon moment. Et ça m'est déjà arrivé de dire à certaines personnes, décaler le projet. Ce ne veut pas dire que le projet ne verra pas le jour, mais décalez-le, retravaillez, réactivez des droits ARE, remettez de l'épargne potentiellement de côté pour avoir une situation financière personnelle moins précaire peut-être, afin d'avoir plus de garanties à vous lancer financièrement pour faire ce rapprochement entre l'activité professionnelle et les besoins personnels. Oui, et je rajouterais en fait que effectivement, on regardera s'il y a de l'épargne, parce que, ou alors s'il y a des prêts, il peut y avoir, voilà, les prêts d'honneur peuvent très bien servir aujourd'hui à avoir un peu, à se rémunérer le temps d'eux. Mais c'est vrai que pour nous, on regardera vraiment cette partie-là. On va regarder également la partie personnelle. C'est vrai que ça aussi, ça rentre en ligne de compte dans votre projet. On ne va pas regarder que le projet pro, on va regarder aussi toute la partie perso. Et donc, avec le montant de votre loyer, etc., toutes les charges que vous avez. Donc, ça aussi, ça va rentrer en ligne de compte. Donc, effectivement, il faudra derrière avoir quand même de l'épargne suffisante pour pouvoir subvenir à vos besoins à titre personnel. Parce que l'idée, ce n'est pas non plus de vous mettre en difficulté à titre perso. On ne le fera jamais. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'on analyse un dossier, c'est la partie pro,
mais c'est la partie aussi perso concernant. Merci à tous les trois. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Avant que vous nous quittiez, je vous informe que nous avons un autre webinaire la semaine prochaine sur le sujet plutôt de l'impact des TPE dans les territoires. Et on aura le témoignage de 2 entrepreneurs accompagnés par BGE. Donc, je vous invite à scanner le QR code si ça vous intéresse. Le replay de ce webinaire sera disponible sur notre chaîne YouTube. Et merci à tous d'avoir participé. Merci Karen, Hugo et Betty beaucoup pour vos retours d'expérience et votre expertise. Et à bientôt. Merci beaucoup Fanny. Merci à tous. Merci beaucoup à tout le monde. À bientôt. Et bon courage à tout le monde. Merci. Merci.